S'il te plaît, Vincent. Juste pour voir. On rira pas, c'est promis. Bon, dans ce cas-là... On dirait un vrai monsieur. C'est la cravate. Hein? Comment, si je comprends bien, vous l'aimez pas, mon costume? Ben, c'est que... C'est la cravate, Vincent. Tu portes une cravate flyée sur un costume d'homme sérieux. Non, ce qui fait le problème, c'est, oui, la cravate, le veston, mais surtout l'homme qui est en dessous. Bon, ben dans ce cas-là, je vais l'enlever. Hein? Mais non, peut-être qu'on va s'habituer, hein? Non, mais franchement, là, dis-le-moi, tu le trouves pas beau, mon costume? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. D'ailleurs, la beauté, Vincent, tu sais, c'est très, très relatif, hein? Ça dépend des goûts. Ouais. J'ai justement amené un livre qui parle de ça. Ça s'appelle La machine à beauté de Raymond Plante. Ça raconte l'histoire d'un scientifique puis d'une photographe qui décide d'inventer une machine qui rend tout le monde beau, sauf que tout le monde est pareil. C'est bien amusant. C'est un peu une satire de nos standards de beauté modernes. Tout le monde veut être beau, tout le monde veut être parfait. Puis tout le monde se ressemble, finalement. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil. Ta cote, livrophobie? Pour tous. C'est le gars qui joue du saxophone, André-Philippe Gagnon. Rock Belles Oreilles, des fois, là, quand ils font leur Super Jésus, des affaires dans le genre. Là. C'est François Pérez, ouais. Il est bon pour les chansons, là, les trucs là, avec les jeux de mots. Là. Daniel Lemire. Moi, j'aime bien son imitation, donc là, Georges. Michel Courtemanche. T'sais, il te fait des faces, là, pis c'est laid, là, mais c'est drôle. Courtemanche. Michel Courtemanche. Mon père, quand il est pas son entier, il fait souvent ça. Là, ben, il essaie de parler, il est vraiment capable. Fanny, qu'est-ce que tu me conseillerais? Comment tu t'habillerais, toi, si t'allais à une soirée? Moi, je mettrais ma plus belle robe. Oui, je comprends, mais si t'étais un homme. Si j'étais un homme. Oui, si t'étais un homme. Vous avez ri de moi tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu me conseillerais? Je sais pas. Parce que je dois aller dans une soirée, tu comprends, puis j'ai pas l'habitude de ces choses-là. Alors. Oh, évidemment. C'est parce que, tu vois, si je mets un costume sombre, on pensera que je sais pas moi, un homme d'affaires ou un politicien, hein, un costume clair, que je suis un journaliste. Ou un professeur. Ah non, pour faire professeur, il faudrait que je porte des petites lunettes rondes. Ben, mets des verres fumés, comme ça, on te prendra pour une vedette. Tout à fait. Et puis il y a la cravate. Ah, c'est pour ça que t'as choisi notre ami. Hein? Ah bon, celui-là. Non, mais tu peux bien rire, c'est très important. Hein? Je veux pas qu'on me prenne pour ce que je suis pas. Je veux avoir l'air de ce que je suis. C'est-à-dire sérieux, mais pas trop. Tu commences à m'inquiéter, Vincent. Tu comprends pas, Fanny. Oh non? Non, c'est important pour moi cette soirée-là, très important. Il y aura... et puis à quoi bon t'expliquer? Mais énerve-toi pas comme ça, Vincent. Non, mais tu comprends, si par exemple, je mets un blazer, une chemise sport et puis des mocassins. Mais tu serais toi-même. Oui, mais si tout le monde est habillé en complet cravate, hein, j'aurais l'air de quoi? Ouais, évidemment, mais ton costume, ta cravate et tes chaussures neuves. Ouais, mais si tout le monde est habillé sport... Ah oui, mais téléphone! Pourquoi tu ris? Parce que je faisais des blagues. Ah, tu me fais peur. Je pensais que tu prenais tout ça au sérieux. Non. Je caricaturais, Fanny. Je faisais de la satire. Tout comme Jonathan Swift? Oui, parce que tu comprends, il est aussi compliqué pour certaines personnes de voyager dans notre monde que cela a été pour Gulliver dans le monde des géants et des nains. Écoute, viens. Écoute bien ça. Mon père avait un petit bien dans le comté de Nottingham. J'étais le 3e de ses 5 fils. Je ne vous ai pas autorisé à rien omettre, et beaucoup moins encore à rien ajouter. Vous auriez dû savoir qu'il n'est pas dans mes habitudes à moi, Jonathan Swift, de flatter mes semblables, et qu'il ne me dérange en rien d'offenser ceux qui sont au pouvoir. Vous voyez ce torchon? C'est ce que l'éditeur s'est permis de faire de Gulliver. Coupant ici, ajoutant là,
pour ne pas blesser ses amis les puissants. On croirait à lire cela que j'ai voulu amuser les enfants avec des nains et des géants, aussi mièvres, aussi insipides les uns que les autres. Mais cela ne se passera pas comme ça. Oh non, cela ne se passera pas comme ça. Et ne me dites pas, vous, que j'exagère. Car c'est le devoir de l'homme d'esprit de s'employer à la satire, ne serait-ce que pour fustiger les canailles. Autrement, on en sera encore là, dans 2 siècles et demi, 3 siècles, croulant sous la bêtise et la corruption. Je sais bien que monsieur l'auteur a spécifié qu'on devait me trouver ici, pieds et poings liés, et qu'une créature humaine, haute tout au plus de 6 pouces, et tenant à la main un arc et une flèche, devait s'avancer doucement sur ma poitrine. Mais laissons cela, puisque cet auteur ne veut pas amuser les enfants, et allons à l'essentiel, qui est que la perfection n'est hélas pas de ce monde, même si ce monde on ne le voit qu'à ras de sol. Je me serais volontiers établi dans ce délicieux empire, où ma taille et mon statut d'homme montagne me valaient bien des égards, si la politique ne s'en était mêlée. La politique, oui, tout comme chez nous. J'étais à peine installé que Reldrossal, le secrétaire d'État au département des affaires particulières, vint me trouver et me pria de lui donner 1 heure d'attention. Je lui offris de me coucher afin qu'il pût être de niveau à mon oreille, mais il aima mieux que je le tinsse dans ma main. Quelque florissant que notre État paraisse aux étrangers, nous avons 2 grands fléaux à combattre. Une faction puissante au-dedans et au-dehors, l'invasion dont nous sommes menacés par un ennemi formidable. À l'égard du premier, il faut que vous sachiez que depuis plus de 70 lunes, il y a eu 2 partis opposés dans cet empire, sous les noms de Tramexan et Slamexan, termes empruntés des hauts et bas talons de leurs souliers par lesquels ils se distinguent. L'altitude à laquelle je planais en est sans doute responsable. Mais je ne repensai à ces mots que lorsqu'il fut trop tard. Les hauts talons exigeant ma tête, je dus quitter précipitamment les Lilliput. Je n'étais pourtant pas au bout de mes peines, ni de mes découvertes. Les philosophes ont bien raison quand ils nous disent qu'il n'y a rien de grand ou de petit que par comparaison. À Lilliput, j'avais été un géant. À Brobdingnag, je n'allais plus être qu'un nain. Mon petit ami Grildrig, comme vous pouvez être drôle. J'aurais passé ma vie doucement en ce pays, si Sa Majesté ne s'était mise en tête de décrier ma patrie et mes compatriotes, dont je lui avais pourtant vanté les mérites dans les termes les plus flatteurs. Que la grandeur humaine est peu de choses, puisque de vils insectes comme vous peuvent l'imiter. Je veux bien croire que vous avez chez vous des rangs, des distinctions, de petits lambeaux dont vous vous parez, des trous, des cages, des boîtes que vous appelez des palais et des hôtels, des équipages, des livrées, des titres, des charges, des occupations, des passions, tout comme nous. Mais par tout ce que vous m'avez raconté, je juge que la plupart de vos compatriotes sont la plus pernicieuse vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper sur la surface de la terre. J'eus beau invoquer le courage de nos soldats, la sagesse de nos avocats, l'adresse de nos médecins. Sa Majesté ne voulut point en démordre. Nous étions la plus pernicieuse vermine qui ait rampé sur la surface de la terre. J'aurais dû en rester là et ne pas forcer le destin. J'acceptai pourtant l'offre que l'on me fit, peu après, de commander l'aventure. Bon navire marchand de 350 tonneaux. Et c'est ainsi que je me retrouvai chez les Winds. Il me fallut du temps pour admettre que je n'étais rien d'autre que cet animal que les Winds appelaient le Yahoo. Un être inférieur qu'il fallait surveiller de près tant il était naturellement malfaisant. Quelles sont les causes et les occasions les plus ordinaires de vos querelles et de ce que vous appelez la guerre entre les nations? Souvent, c'est l'ambition de certains princes qui ne croient jamais posséder assez de terre ni gouverner assez de peuple. Quelquefois, c'est la politique égoïste et perverse des ministres. Des différences d'opinion ont en bien des cas privé de la vie des millions d'individus. L'un croit que la chair est du pain, l'autre que le pain de la chair. L'un... Ce que vous me dites me donne une haute idée de votre prétendue raison.
Mais il est un autre point qui intéresse ma curiosité. Vous m'avez dit qu'il y avait des misérables que les procès avaient ruinés, et que c'était la loi qui les avait mis en ce triste état. Oui. Qu'appelez-vous donc la loi? Nous avons une société d'hommes que l'on instruit dès leur jeunesse dans l'art de prouver que le blanc est noir et que le noir est blanc, selon le prix que l'on met à leurs paroles. Mon voisin a envie d'avoir ma vache. Eh bien, il est sûr de trouver un homme de loi qui prouvera qu'il a le droit de me prendre ma vache. C'est dommage que des gens qui ont autant de talent ne soient pas induits à les employer à un meilleur usage, tel que celui de donner aux autres yaourts des leçons de sagesse et de vertu. J'avais à peine habité pendant une année en cette contrée, que j'ai pris la ferme résolution d'y passer le reste de mes jours et de n'y plus fréquenter que la raison. Suffit! Ce Gulliver ne nous a que trop distraits avec ses nains et ses géants et ses chevaux. Venez là, que je vous ouvre le fond de mon cœur. J'ai toujours haï toutes les nations, professions et communautés. Mais principalement, je hais et déteste l'animal qu'on appelle homme. Bien que j'aime de tout cœur John, Peter et Thomas. Et ne vous y trompez pas. Ce dégoût ne doit pas être imputé à mon âge, car j'ai des témoins de toute confiance pour certifier que ce dégoût n'a jamais varié depuis la 21e année de ma vie jusqu'à la 60e. Vous savez ce que je veux pour épitaphe? Sigie le corps de Jonathan Swift, docteur en théologie, doyen de cette cathédrale, où la violente indignation ne pourra plus déchirer son cœur. Et dire que je pensais connaître Gulliver. C'est mon père qui m'avait tout raconté quand j'avais 5 ou 6 ans. Le voyage chez les nains, chez les géants, c'est tellement amusant, Vincent. Oh, ça l'est toujours, regarde. Quand Gulliver enjambe le mur, haut de 2 pieds, qui entoure le palais de l'empereur de Lilliput, ou quand il saisit et tire la flotte des Blefusculiens dans un filet de pêche, ou encore quand de géant il devient nain, et quand il se trouve confronté avec les Brobdingnagiens, ou qu'il se retrouve dans la gueule du chien. Plutôt amusant, ça, non? C'est vrai, mais de là en faire une histoire à l'eau de rose. Tu sais ce qu'a écrit ton ami Swift? Non. Le principal objet de mes travaux est de fâcher le monde, plutôt que de le divertir. Évidemment, il faudrait repasser pour l'eau de rose. Mais c'est que, tu vois, il y en avait contre les mœurs de son temps, alors forcément, ça nous concerne moins aujourd'hui. Tu crois? Oui, mais c'est pas moi la spécialiste en politique ici, mais n'empêche que... Ben, que quand je l'écoute parler des hauts et des bas talons, et de ces gens qui se disputent pour tout et pour rien, j'ai comme l'impression qu'il parle de nos libéraux et de nos conservateurs, de nos libéraux et de nos péquistes, des messieurs... Chut, Fanny! Chut! C'est une émission littéraire, ici. Ah oui? Ah oui. Mais quand la littérature se fait politique, mon cher Vincent... On a avec nous François Pérusse, qui m'a pas félicité pour ma cravate, d'ailleurs. Mais le fauteuil, super beau. Merci, François. Disons, l'univers de Gulliver, l'univers de Jonathan Swift. Il s'appelle Jonathan Swift? Oui, c'est ça, c'est le gars qui l'a écrit. T'as connu ça, toi, c'est ton univers. C'est un univers qui ressemble à ce que tu fais, finalement. Oui, sauf que moi, j'avais surtout retenu des voyages de Gulliver, le fait qu'il se ramasse chez des géants, puis à un moment donné, il se ramasse chez des tout-petits, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, c'est l'étude un peu de comment on se sent quand on est très petit ou très grand. Puis ça s'est un peu arrêté là, parce que j'avais le disque, moi, chez nous. Ah, OK. Fait que j'avais le livre en même temps, puis je savais pas encore lire, alors j'écoutais le disque. Tu lisais le disque? Je lisais le disque, le sillon numéro 1, sillon numéro 2. Puis à un moment donné, je me suis mis à lire le livre quand j'ai commencé à savoir lire, puis finalement, je me suis rendu compte, c'est ça qu'il disait sur le disque. C'est comme ça que j'ai connu Gulliver, finalement. OK, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as continué un peu dans cette veine-là. C'est quelqu'un qui, sans peut-être que tu t'en rendes compte, t'a influencé. C'est possible. J'ai été influencé par beaucoup de choses quand j'étais petit. J'ai l'impression que tout mon bagage, là, maintenant, moi, c'était entre 0 et 3 ans que ça a rentré. Et puis, peut-être un petit peu entre 5 et 6. Mais surtout, je lisais les livres de mes parents.
Ah oui? Oui, puis il y a peut-être des livres que j'aurais pas dû lire, là, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup influencé. Il y a un livre de Jean Charles, l'écrivain français, qui s'appelle La foire au cancre. Qui m'a extrêmement influencé parce que ça rit des erreurs des gens, des erreurs de syntaxe que les petits étudiants font, des erreurs de syntaxe écrite que font les journalistes et même les personnalités assez connues qui s'adressent à un public. Ça, c'est un livre, tiens, je peux le montrer, vu qu'on est à la TV, c'est ça. C'est de La foire au cancre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent ce livre-là. C'est un genre de classique, si on veut. Je peux peut-être te donner un petit exemple, Vincent? Ah oui, si tu veux, mais tu pourrais peut-être nous en donner un peu plus tard, on va revenir dans... C'est vrai? OK, je te donnerai un exemple un peu plus tard, parce que c'est comme je disais... T'en as combien d'exemples là-dedans, nous allez? À peu près 225. Okay. On commencera par les plus courts. OK, on revient tout à l'heure. Quel genre d'humour vous plaît le plus? Toi, Fanny? Moi, c'est le genre d'humour subtil de la vie de tous les jours, comme ferait Michel Courtemanche. Oui. Moi, c'est les imitations de personnages connus ou de chansons. Des hommes politiques, par exemple? Des hommes politiques, oui. Bon, Nicolas, t'as lu pour nous? J'ai lu Charlie et la chocolaterie. C'est un petit livre qui raconte l'histoire de Charlie, qui est un petit garçon issu d'une famille pauvre. Puis il gagne une sorte de concours, puis il va visiter la chocolaterie de M. Wonka, qui est un chocolatier bien mystérieux. On le voit jamais, on voit pas ses ouvriers. Son usine est toujours cachée, il y a personne qui rentre. Puis il découvre toutes sortes de choses formidables. Je crois qu'il y a une suite aussi à ce livre-là. C'est Charlie et le grand ascenseur de verre. Dans cet épisode-là, il s'en va dans l'espace. Je n'en dirai pas plus parce que faut que vous le lisiez. C'est bien le fun. Ta cote livrofolie? Pour tous. Merci. Fanny? Moi, j'ai lu La ferme des animaux, une histoire assez spéciale qui raconte la révolte des animaux face aux cultivateurs et aux fermiers, parce qu'on sait que les animaux sont pas toujours très bien traités sur les fermes. Ils travaillent fort, puis sont pas nourris à leur faim. Alors, les animaux décident de se révolter et de faire disparaître le fermier. Alors, ils se retrouvent seuls sur une ferme, à gérer et à cultiver les légumes eux-mêmes, sauf qu'ils savent pas vraiment comment s'y prendre. Alors, ils se retrouvent avec des problèmes de famine. Et puis, il y en a beaucoup qui meurent parce qu'ils travaillent plus, ils font plus d'exercice. Ton appréciation? Comment t'as... J'ai aimé ça, mais c'est spécial, comme je vous dis. C'est bon. Ta cote livrofolie? 12 ans et plus. Merci beaucoup. À tantôt. Voir le combattant. Premier lancer la balle et frapper loin au centre. À la clôture. Elle est partie. Hey, mon petit gars! Spécial-là par le masquerage à coûté pour ma sécaron! Pas m'acheter du cheese whiz pour calfeutrer mes fenêtres! Hey! Hier, là, ma grand-mère m'a appris à faire des pitch-notes comme ça! Allô, Philippe, tiens, Tim, t'as voilà où ce qui est rendu Gary? Va venir dans un cutter, lâche ma calotte, mon kiss. La prochaine fois, je t'en glisse une. Voilà, c'est un coup sacrifice. Voilà, un sacrifice de coup. Walker est au 3e, Spike Owen est au 2e, puis Youpi est au rez-de-chaussée. Le 399, vous avez le prix juste. Chez Fernand Fichette, vente et achat. Taxe en plus. Alors, Nicolas, t'as lu comme 3e livre? Boudin d'air. C'est un livre de Gaétan Leboeuf qui raconte l'histoire de Julot Sébastien Walterfman, qui est il a un beau nom, qui est un apprenti pâtissier, cuisinier, puis qui est propulsé dans un autre monde, le monde de Solam Prod, qui est un monde où la nourriture arrive toute déjà faite, on chasse les gâteaux et les sucreries. C'est très drôle, c'est très intéressant, puis là, il nous parle de toutes ses aventures quand il essaie de retourner sur Terre. OK. Donc, ton appréciation, t'as aimé ça? J'ai adoré ça. C'est drôle? Oui, c'est super drôle. Bon, mais tant mieux, ta cote livrofolie? 12 ans et plus. Merci, Nicolas. Fanny? Oui, moi, j'ai lu Pour une poignée de roubles. C'est un humour très subtil que les Soviétiques pourraient comprendre mieux que moi. Oui. Mais par contre, c'est des personnages assez attachants. C'est des courtes histoires d'une page, c'est une bande dessinée. Il y a des très beaux dessins, des personnages, comme je vous disais, très attachants. Sauf que parfois, on reste un peu surpris parce que c'est un humour très, très subtil que parfois, on a de la misère à comprendre. À comprendre le pourquoi. Le pourquoi. Parce que justement, on parle surtout des gens d'Europe dans ce livre-là? On parle des gens de l'URSS. Okay. On parle de caviar, de boissons. Alors, et puis, mais c'est des bonnes histoires. Tu vois qu'il y a eu une bonne idée, sauf qu'on comprend pas toujours la fin, pourquoi ça finit comme ça.
Mais c'est drôle. Oui? Des bouts drôles. Oh, t'as quoi les folies? 12 ans et plus. Merci beaucoup. Il y a François qui va nous lire des exemples de ce que lisait en cachette quand tu étais petit, là-bas. Oui, avec mon compte Lidro que j'enlève d'ici. C'est très, très, très simple, mais c'est toutes des phrases qui ont vraiment existé, qui ont simplement été compilées par l'auteur. Okay. Ici, il y a un écrivain qui n'a pas été nommé, un écrivain qui a vraiment écrit un livre, qui avait marqué « Son cœur battait avec violence en faisant sonner le timbre de la porte ». Ça, c'est violent. T'sais. Le comte était vêtu d'une élégante veste de velours et d'un pantalon de même couleur. J'ai jamais su la couleur, mais c'est pas tellement grave. Et puis, page 153, pour tous ceux qui ont leur livre à la maison. Qui ont l'édition originale, d'ailleurs. Il y a un journaliste qui a écrit « Monsieur Khrouchtchev commençait à manifester son mécontentement en souriant nerveusement avec sa fourchette. C'est une technique que j'ai jamais essayé encore. Ça va faire mal. » Et il y a un maire, un vrai maire sérieux d'une ville quelconque en France qui a déclaré très sérieusement au public à un moment donné « La pompe devra toujours être essayée la veille d'un incendie. » Toujours essayer de prévoir quand est-ce que le feu va pogner, ça c'est absolument important. Toi, François, ce genre de lecture-là que tu as faite quand tu étais jeune, est-ce que c'est parmi les choses qui t'ont poussé à devenir satirique? Parce que c'est un peu comme ça que tu gagnes ta vie. Un peu comme ça, oui. Mais ce qui m'a poussé, je te dirais, Vincent, c'est pas nécessairement les lectures que j'ai faites. Ce qui m'a poussé, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu commences lundi ». Fait que là, j'ai dit « Oh! » OK. C'est vraiment, ça s'est fait curieusement à l'improviste. J'ai pas vraiment étudié là-dedans ni rien, mais je me suis toujours bien intéressé aux choses drôles. Je lisais des bandes dessinées de Marcel Gottlieb, je lis du San Antonio. Ah oui? Parce que c'est de l'absurde absolu. C'est absolument rien qui tient debout là-dedans, mais moi, tout ce qui tient pas debout, pour moi, ça a beaucoup de sens. Alors, si vous voulez. C'est pour ça que c'est pas l'air normal. Mais c'est des choses que tu as commencé à lire. Donc, Gottlieb, tu as lu ça quand tu étais jeune aussi? Ah oui, oui. Tout avant 14-15 ans. Après ça, j'ai commencé à lire les journaux, ce qui était encore plus pas de bon sens. Plus absurde, mais moins drôle. Oui, c'est ça. Moins drôle, mais plus absurde. Ah oui. Et puis tes parents étaient des gens qui lisaient beaucoup? C'est-tu du monde qui... Pas mal, oui. Lisaient ça, en tout cas, ça c'est sûr, tu leur as pris ça. Oui, c'est un cadeau que ma mère a offert à mon père, puis je trouve que c'est un grand signe d'intelligence, parce que l'humour, oui. Pour le comprendre, faut d'abord le comprendre. Et merci. Puis, tu sais, c'est bien dit, une belle phrase. Ah oui, on a rien compris. C'est vraiment... mes parents ont autant le sens de l'humour que je peux l'avoir. Mon frère aussi, on est une famille qui avons toujours aimé rire, mais de nous d'abord et des autres ensuite. Merci François. Ça me fait plaisir, Vincent. Nous allons faire connaissance avec le dessinateur et co-scénariste Réal Godbout. Il nous parle du côté satirique véhiculé par son personnage Red Ketchup. Red Ketchup, il y a plusieurs éléments satiriques là-dedans. Il y a dans le premier album, il y avait... c'est une satire de l'anticommunisme plus qu'une satire du communisme, dans le fond, parce que là, il y a une histoire de... Ça se passait encore à l'époque de la guerre froide. C'est l'anticommunisme fanatique. C'est le pouvoir, c'est le policier, le pouvoir répressif qui... On a connu ça peut-être plus avant parce que on entend moins parler de communisme maintenant, mais là, il peut s'attaquer à d'autres milieux. On l'a vu, par exemple, des milieux du cinéma à Los Angeles, des milieux du jet-set. Il y a d'autres éléments aussi. Il y a des éléments de science-fiction, il y a des éléments qui se greffent à la satire, des éléments d'aventure, des éléments de science-fiction, mais toujours intégrés dans notre époque, dans le monde qu'on vit, mais toujours sous un point de vue de l'exagération puis de l'absurde. Mais c'est toujours calqué sur le monde qu'on vit. Ici, on voit Red Ketchup qui est dans un avion à destination de Cuba, qui est costumé en québécois, c'est-à-dire avec la casquette des expos, puis c'est marqué Roland, je pense, sur son coupe-vent. Il est avec une bande de touristes québécois qui chantent Valdéry, qui vomissent dans l'avion. Bon. On s'est permis un clin d'œil dans l'histoire, c'est que, dans le fond, les aventures de Red Ketchup n'ont rien à voir normalement avec le Québec. Contrairement aux aventures de Michel Risse qu'on faisait avant, où le héros était un Québécois typique. Mais ici, c'est international, ça n'a rien à voir avec le Québec. Sauf qu'on s'est permis, dans le courant de l'histoire, c'est qu'il doit se rendre à Cuba. Puis pour un Américain, pour un agent américain, c'est compliqué de s'introduire à Cuba. Puis ses supérieurs ont eu l'idée de le costumer en touriste québécois, de le faire passer par Montréal.
Donc, il se fait passer pour un Québécois pour rentrer. Parce que, évidemment, comme chacun sait, il y a beaucoup de touristes québécois qui vont passer leurs vacances à Cuba. Et puis, ça nous a permis, là, par la bande, de faire un petit clin d'œil, justement, de montrer les Québécois tels qu'ils pourraient être vus par des Américains. Là, je veux dire, c'est une satire du touriste québécois, mais d'un point de vue étranger. Là. C'est juste comme presque une coïncidence que les auteurs soient québécois dans ce cas-là. Dans sa prochaine aventure, Red Ketchup deviendra géant. Rien d'étonnant à cela puisque Réal Godbout a été profondément marqué par notre classique de cette semaine, Les Voyages de Gulliver. Après l'épisode des nains et l'épisode des géants, il y a d'autres épisodes qui sont moins connus, qui sont aussi très intéressants. L'épisode là, de Gulliver au pays des chevaux, où on voit que comment il s'appelait, quelque chose comme ça. Là. Puis dans cette histoire-là, les chevaux sont les maîtres de la société, puis les humains là-dedans sont comme des animaux. Puis lui, je pense que Swift considérait un peu, avait un certain mépris peut-être pour l'humanité. Puis en tout cas, dans un regard critique au moins là, sur l'humanité. Puis il montre que les chevaux là-dedans sont plus nobles et plus évolués, plus intelligents que les humains. Peut-être en bon irlandais aussi, il devait beaucoup aimer les chevaux. Grâce aux éditions d'Argo, les aventures de Red Ketchup sont lues maintenant à travers la francophonie. Tu la connaissais, celle-là, Vincent? Ah oui. Fanny, je te la donne. Ta cravate? Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh, je sais pas, moi, donne-la à un de tes amis flyés. Mais non, Vincent, non! Écoute, je vais t'en composer un costume, moi. Ah oui? Oui. Tu gardes la chemise et la cravate, comme ça. Puis là, tu mets ton vieux jean, tu sais, celui qui est troué au genou. Ensuite, tu mets tes chaussettes blanches avec tes chaussures de voile. Et puis, tu mets ton sweat à capuchon. Tu vois? Il suffisait d'y penser, Vincent.